On va commencer dans à peu près, je vous dirais, 1 minute. Je vais laisser un petit peu de temps encore pour que les gens puissent se joindre à nous. Bon, alors donc, je vais commencer. Est-ce que vous voyez bien la présentation? J'aimerais peut-être juste que quelqu'un me dise un petit oui ou alors juste m'assurer que tout va bien. Parfait, merveilleux. Alors, bienvenue. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui pour la présentation concernant vraiment tout le processus d'admission dans le cadre des programmes contingentés. Je me présente tout de suite. Moi, je m'appelle Hélène Bouchard. Je suis conseillère à la gestion des études à la Faculté des sciences sociales. Alors, je travaille principalement dans les programmes de criminologie et de psychologie, mais je connais très, très bien aussi le programme au niveau de travail social. Ce sont les trois programmes contingentés rattachés principalement à la Faculté des sciences sociales. Ce que je vais vous donner comme information au courant de la rencontre qu'on a aujourd'hui, c'est applicable pour l'ensemble des programmes contingentés de l'Université Laval. Alors, c'est pas juste pour ces trois programmes-là. Vous allez mieux comprendre, puis on va voir les différents objectifs, mais vous allez mieux comprendre comment est-ce qu'on procède à l'analyse au niveau des différents programmes. Euh, Attendez un petit peu, je veux juste m'assurer que là, ça va. Donc, le contenu de la rencontre. Ah oui, je voulais vous dire, si jamais vous avez des questions, je vous invite à peut-être les garder vers la fin parce que j'aurai peut-être l'occasion d'y répondre. Vous allez voir, la rencontre a relativement beaucoup de contenu. Et je tiens vraiment à vous présenter l'ensemble pour que peut-être à la fin, je vais avoir eu l'occasion de pouvoir répondre à vos différents éléments, mais je resterai disponible sans aucun problème si jamais vous avez des questions. Alors, commençons. Ce qu'on va regarder ensemble, c'est vraiment les catégories de candidature à l'admission, les différents, le vocabulaire vraiment qui est associé à l'admission, les exigences d'admission, le concept des préalables, quelles sont les différentes cotes qui sont prises dans votre dossier d'admission. Est-ce qu'il y a des stratégies possibles si éventuellement on ne réussit pas à intégrer tout de suite un programme contingenté? Quels sont les différents pièges qui sont peut-être à éviter? Puis comment est-ce que finalement on calcule la fameuse cote? Je vais même vous amener dans un simulateur d'outils de calcul qu'on a à l'Université Laval pour vous présenter différents comparatifs. Alors, le processus d'admission. Bien entendu, il faut déposer une demande d'admission en bonne et due forme. Le 1er mars est la date retenue pour les programmes contingentés des programmes de la Faculté des sciences sociales. Alors, quand vous faites votre demande d'admission, vous avez la possibilité de pouvoir faire deux demandes dans le cadre de programmes contingentés. Deux demandes à la fois. Si vous pouvez en faire trois, si vous faites deux demandes dans des programmes contingentés, puis un troisième choix dans un programme qui est non contingenté. Il y a des gens, par contre, qui vont faire juste une ou deux demandes dans les programmes contingentés et qui vont attendre d'avoir les réponses. Puis si jamais c'était négatif dans les deux programmes, à ce moment-là, vont faire une troisième demande dans un programme qui est non contingenté.
Pour pouvoir faire une demande dans du non contingenté, vous avez jusqu'au 15 août. Alors, vous avez le temps de recevoir les réponses et si jamais vous êtes sur une liste d'attente, de peut-être voir bouger aussi les listes d'attente et de voir est-ce que oui ou non, c'est stratégique de peut-être faire tout de suite une autre demande d'admission. Fournir rapidement tous les documents qui sont exigés. Si jamais vous provenez du collégial, que vous êtes étudiant au collégial actuellement, vous n'avez pas à vous tracasser au-delà de votre demande d'admission. Vous n'avez rien d'autre à transmettre. Ce sont vraiment les instances concernées entre le collégial et les universités qui transfèrent les résultats au niveau académique. Par contre, si vous êtes un candidat qui avait fait des études dans d'autres universités, puis quand je dis des études, ça peut dire, par exemple, j'ai fait un cours d'anglais à l'Université de Montréal, on a besoin d'avoir le relevé de notes de votre cours d'anglais, même si, en bout de ligne, peut-être qu'on ne considérera pas le cours d'anglais dans le calcul de votre cote, on a quand même besoin d'avoir l'ensemble de tous vos relevés de notes. Alors, assurez-vous de fournir le tout le plus rapidement possible. Je prends l'exemple de l'Université de Montréal. Je crois que c'est autour du 15 janvier qu'ils vont sortir les relevés de notes. Alors, même si vous déposez tout de suite votre demande d'admission en disant, je veux pas attendre le 1er mars, je dépose tout de suite ma demande pour le baccalauréat en psychologie, par exemple, ben, lorsque vous aurez reçu votre relevé de notes, vers le 15 janvier, vous aurez simplement qu'à venir ajouter votre relevé de notes à votre dossier, tout simplement. Tardez pas, dès que vous avez vos documents, tardez pas à les fournir parce que annuellement, on a des dossiers qui demeurent incomplets et malheureusement, on peut pas analyser les dossiers, on doit les refuser pour dossiers incomplets. Alors, c'est extrêmement important de s'assurer que tout est correct dans votre dossier. À l'université, on va regarder un petit peu au niveau du vocabulaire parce que parmi les gens qui sont présents aujourd'hui, j'ai peut-être des gens qui sont euh, encore au collégial ou encore des candidats qui envisagent de venir à l'université sans nécessairement être au collégial. Donc, on va regarder ensemble le vocabulaire un peu. Dans les programmes d'études, on a principalement au niveau du premier cycle à l'université différents volets. On a des certificats. Un certificat universitaire est un programme court qui permet d'aller chercher des connaissances générales en lien avec un domaine d'études et ça comporte 30 crédits. Un baccalauréat, c'est vraiment un programme normalement de 3 ans minimum. Alors, on parle de 3 ou encore 4 ans. Ça va dépendre si votre baccalauréat est 90 ou 120 crédits. Nos trois programmes d'aujourd'hui sont des programmes de 90 crédits. Et je fais le lien tout de suite avec le volet cours. Alors, normalement, les cours à l'université sont des cours de 3 crédits chacun. Donc, ça vous donne une bonne idée que si votre programme est 90 crédits, vous allez avoir un 30 cours à aller chercher à l'université pour obtenir votre baccalauréat. Euh, les études libres, les micro-programmes, les nano-programmes, toute autre variété ou forme de programme qui ne mène pas vers l'obtention d'un diplôme. Vous allez voir que ça, c'est une réalité aussi à prendre en compte, mais à faire attention. Parce que dans le concept d'admission au niveau des programmes contingentés, des fois, on peut se nuire en allant d'abord dans ces voies d'études-là. Et là, je vais essayer aussi, pour ceux qui sont pas familiers avec toute la notion des cotes et des résultats universitaires, essayer de vous démystifier un petit peu comment est-ce qu'on fonctionne. Alors, supposons qu'un cours a 3 crédits.
Bien entendu que le cours de 3 crédits, il va y avoir des évaluations sommatives dans le cadre du cours. Le cumul de toutes ces évaluations-là va donner une note finale en pourcentage pour le cours. Alors, j'ai réussi à aller chercher 70, 85, 92,4%. Ça, c'est le résultat que j'ai obtenu dans le cadre de mon cours. Quand on est parfois au niveau du secondaire ou encore au niveau du collégial, c'est ce résultat là qui va vraiment comme tel être pris en compte. Mais à l'université, on va transformer ce résultat-là en une cote pour chacun des cours que vous allez suivre et cette cote-là va avoir une valeur numérique. Et c'est ce qu'on regarde ici. Ça fait en sorte que supposons que quelqu'un est allé faire le cours Psy 1103, il a fait un cours de 3 crédits et la moyenne, la personne a obtenu 86%. Dans le total de toutes les évaluations, 86%. Selon la charte qui était prévue dans ce cours-là, 86%, ça équivalait à un A- au niveau des résultats. Donc, la personne sur son relevé de notes va voir un A- apparaître. Mais dans les faits, on va calculer sa moyenne de programme en chiffres et le A- correspond à 3,67 sur 4,33. Parce qu'à l'Université Laval, la moyenne est sur 4,33. Dans les autres universités au Québec, dans la grande majorité, les moyennes sont sur 4,30, mais l'Université Laval est sur 4,33. Puis vous allez voir, ça va revenir à plein de moments dans le cadre de la présentation. On poursuit avec notre vocabulaire. On entend souvent les étudiants au niveau du collégial parler de la cote Z. Ma cote Z, ma cote Z. Dans le fond, c'est vraiment votre cote de rendement au niveau du collégial. C'est celle qui est prise normalement pour pouvoir faire l'admission. J'ai indiqué collégien un jour, collégien toujours. Pourquoi? C'est que lorsque quelqu'un a obtenu un diplôme d'études collégiales, que ce soit il y a 2 ans, il y a 30 ans, peu importe. Si la personne a obtenu son diplôme d'études collégiales, est allée sur le marché du travail, par exemple, et n'a jamais fréquenté l'université depuis la sortie de son collégial, cette personne-là, lorsqu'elle fera une demande d'admission dans un programme contingenté, sera dans un contingent collégien. Alors, son dossier sera comparé avec les collégiens parce que les seuls résultats scolaires disponibles sont au niveau du collégial. Universitaire. À partir de quand est-ce qu'on devient un universitaire? Si on reprend toujours mon exemple de la personne qui a fréquenté l'université il y a 30 ans, par exemple, mais la personne, elle a fait du marché du travail, mais elle a aussi fréquenté l'université, elle a commencé un certificat en psychologie pour dire quelque chose. Alors, dès que la personne a acquis un 12 crédits et plus dans le cadre d'un programme, ben à ce moment-là, elle va devenir une personne universitaire et elle va se comparer avec d'autres personnes universitaires. Pourquoi? Parce que sa cote de rendement universitaire va se transformer, ça va être le total de sa cote de rendement collégial et de sa cote de rendement universitaire qui vont être mélangés et qui vont devenir justement sa crue, comme on l'appelle. Donc, la cote de rendement universitaire. On va voir un petit peu plus loin la crue, comment elle se, elle se compose. Et finalement, les candidats adultes. Un candidat adulte, lorsque on intègre l'université, pour être un candidat adulte, il faut
On peut avoir commencé des études au niveau du collégial, on peut avoir fait même une attestation d'études collégiales, mais il ne faut pas avoir obtenu de diplôme d'études collégiales officiellement. Il faut avoir 21 ans et plus et il faut avoir été en dehors du milieu scolaire depuis au moins 2 ans. Alors ça, il y a souvent un mélange là-dedans. On a des gens qui vont nous dire, ouais, mais moi, je suis un adulte. Oui, de par le niveau d'âge peut-être, mais si la personne a déjà au-delà du fait de ne pas avoir d'études collégiales, elle a déjà fréquenté l'université, puis elle a déjà 12 crédits et plus dans un programme donné. Ce n'est plus un candidat adulte. À ce moment-là, la personne deviendra un candidat ou une candidate universitaire. Alors, adulte, on se comprend, c'est quelqu'un qui n'a pas de diplôme au niveau du collégial et qui intègre pour la première fois l'université pour entreprendre des études. La cote. Comment est-ce que on va considérer tout ça? Alors, il y a trois colonnes à mon tableau. Si j'ai quelqu'un qui arrive avec un deck obtenu, ou que ce soit un deck en sciences humaines, un deck en sciences de la nature, un deck technique, peu importe, un deck sans mention, on en voit de plus en plus des gens qui ont des diplômes d'études collégiales sans mention. Alors, et que la personne n'a pas jamais fréquenté de l'université, alors la seule cote qui va être prise en compte, ce sera donc la cote de rendement collégial. Ça va être juste ça qui va être pris en compte pour être sur la liste d'excellence du contingent collégial. Si on a quelqu'un qui a obtenu son diplôme d'études collégiales, mais qui a moins de 12 crédits acquis à l'université dans un certificat ou un baccalauréat. Alors, supposons qu'on a quelqu'un qui dit, moi, j'ai terminé mon deck à la session, à l'automne, par exemple, et à l'hiver, ben, pour pas perdre mon temps, j'aimerais ça commencer dans un certificat parce que mon admission dans mon programme contingenté est juste à l'automne prochain. Fait que j'aimerais ça vraiment commencer. Il y a des gens qui vont commencer dans un certificat mais qui, des fois, vont peut-être faire deux, trois courses. Pas tout le monde nécessairement qui va aller chercher un 12 crédits. Alors, lorsqu'on fait l'analyse au niveau du dossier, ben, la personne, quand elle n'a pas encore acquis 12 crédits, elle a tout ce qu'on va prendre en compte pour l'analyse, c'est vraiment sa cote de rendement au niveau du collégial. Quand on a une personne qui est détentrice d'un diplôme d'études collégiales et qui a plusieurs crédits, mais dans un micro-programme ou aux études libres. Ça, je l'entends souvent au niveau des études libres. Les gens vont dire, ah, ben, je finis à l'hiver, puis, ben, je commencerai peut-être aux études libres. Je vais aller chercher des cours du programme au niveau des études libres. Vous allez voir plus loin que dans la présentation, et tout dépendant de votre cote de rendement au niveau du collégial, ça peut ne pas vous pénaliser, mais ça pourrait aussi vous pénaliser. Pourquoi? Parce que quand on a fait des études aux études libres, on a ces cours-là, même s'ils vont être repris éventuellement et considérés dans votre programme, pour calculer votre admissibilité, ils ne seront pas pris en compte. Alors, même si vous faites des cours aux études libres et que vous avez des A+ dans tous vos cours parce que vous excellez, malheureusement, ça n'aura pas d'impact sur votre dossier. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu à faire attention. Si vous avez eu une cote au niveau du collégial, une cote de rendement collégial plutôt faible, ou est-ce que vous êtes dans les 21, 22, puis vous dites, il faut que j'aille rattraper vraiment peut-être mon manque de motivation que j'avais à l'époque pour
éventuellement pouvoir entrer dans un programme contingenté, éviter les études libres autant que possible. Si vous avez un diplôme d'études collégiales, mais que vous avez entre 12 et 49 crédits qui sont acquis dans un certificat ou encore un baccalauréat. Alors, vous aviez peut-être des résultats au niveau du collégial qui n'étaient pas nécessairement très forts, qui ne vous ont pas permis de pouvoir rentrer rapidement dans le cadre d'un baccalauréat contingenté. Et là, ben, vous avez dû commencer dans quelque chose d'autre, un programme non contingenté, un certificat, peu importe, mais pour faire en sorte de dire, je vais réussir à obtenir des bons résultats, puis tenter ma chance une autre fois, ben à ce moment-là, c'est vraiment votre catégorie. Quand on parle de 12 à 49, pour savoir les pourcentages, on va multiplier le nombre de crédits que vous avez acquis par deux. Alors, si, par exemple, j'ai 12 crédits acquis, 12 fois 2, ça fait 24. Donc, ça veut donc dire qu'il y aurait 24% de mon dossier d'analyse pour lequel ce seraient mes résultats au niveau de l'université qui seraient pris en compte et 76% du reste du calcul, où est-ce qu'on irait chercher encore mes résultats au niveau du collégial. Alors, vous comprenez que plus quelqu'un avance dans le cadre d'un certificat ou d'un baccalauréat, et plus il va cumuler des crédits, et plus on va en venir à oublier le collégial dans les résultats. Alors, c'est la raison pour laquelle, quand on arrive à l'étape suivante et qu'on a, même si quelqu'un a déjà un DEC, mais que la personne a acquis au moins 50 crédits dans un baccalauréat ou un certificat, ou des certificats, le cas échéant, euh, ben 50 fois 2, ça fait 100. Donc, on a uniquement la cote de rendement universitaire qui va être pris en compte. Juste les résultats scolaires de l'université. Et par la suite, ben, bien entendu que si vous n'aviez pas et vous étiez un candidat adulte, que vous n'aviez pas obtenu de diplôme d'études collégiales et que vous avez fait zéro cours à l'université, absolument rien, ben, notre candidat adulte, au niveau de l'admissibilité dans un programme contingenté, souvent, cette personne-là va devoir commencer par un baccalauréat dans un autre domaine ou encore un certificat parce que il y aura une scolarité préparatoire à aller chercher. On va, dans l'analyse du dossier, souvent on va recommander d'aller chercher soit un cours de français, un cours de philosophie, un cours d'introduction à l'histoire, mais ce sont des cours pré-universitaires afin d'arriver à avoir une mise à niveau et par la suite permettre à la personne de pouvoir intégrer un programme. Et les candidats adultes sont analysés officiellement aussi par les comités d'admission, parce que chaque programme contingenté a son comité d'admission qui va vraiment superviser l'ensemble du processus d'admission et décider qui va pouvoir entrer ou non dans le cadre du programme comme tel. Je laisse un mot très rapidement au niveau de nos finissants d'un deck technique. Alors, si vous, surtout, je vous dirais en criminologie et en travail social, il y a différentes passerelles. On entend aussi parfois le terme deck back qui existe, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait fait, par exemple, une technique en intervention en délinquance, dans les dernières années, pourrait vouloir entrer au niveau du baccalauréat en criminologie. Et si la personne va sur le site des ententes d'ECBAC et des passerelles pour être capable de repérer son collégial, son programme d'études et voir est-ce qu'il y a des cours qui sont reconnus
entre l'université et le collégial qui fait en sorte que, ben, au lieu d'avoir à faire 90 crédits au baccalauréat, ben, la personne aurait peut-être trois ou quatre cours qui sont déjà reconnus de son cégep. Donc, vraiment, part déjà avec des reconnaissances d'acquis. Alors, c'est possible de pouvoir aller faire la vérification si c'est votre cas. Dans nos exigences d'admission, puis au niveau des différents délais, si vous avez votre DEC avec ou encore sans mention, ce qui est très important, c'est vraiment de réussir les préalables qui sont demandés et ce, avant le 1er septembre. Je vous dirais que annuellement, puis encore à l'automne, au mois de septembre dernier, on a dû sortir des étudiants qui avaient accepté leur offre d'admission dans nos baccalauréats. On a retiré l'offre d'admission de certaines personnes parce que finalement, les gens n'avaient pas réussi à temps de faire la preuve qu'ils avaient bel et bien les exigences et les préalables d'admission. C'est pour ça qu'on va les regarder ensemble, puis c'est important vraiment de s'assurer qu'on respecte ça. Alors, les préalables d'admission, ce sont des cours qui sont pré-universitaires dans différents domaines, comme vous allez voir, mais il faut le faire officiellement dans le cadre de votre programme et avant de commencer votre programme. Donc, en psychologie, il y a trois cours qui sont requis. Vous devez faire le biologie humaine. Vous devez faire un cours de méthode ou analyse quantitative en sciences humaines. Vous devez faire également une méthode quantitative avancée ou encore un cours d'analyse quantitative avancée, un cours de statistique appliquée en sciences humaines. Il y a énormément de nomenclatures différentes entre les différents cégeps. Donc, assurez-vous d'avoir vraiment des mathématiques au niveau avancé. Si des fois vous êtes vraiment pas certain, vous allez avoir nos coordonnées. C'est important de vérifier pour être sûr que votre dossier est complet. Je fais une petite parenthèse pour des gens qui sont en voie d'obtenir leur diplôme d'études collégiales en sciences de la nature. Si vous avez, quand on le dit parfois que les sciences de la nature ouvrent les portes à tout, ben, en effet, ça ouvre la porte également dans le cadre de nos programmes en regard de nos fameuses mathématiques et en psychologie au niveau de notre biologie également. Alors, si vous êtes en sciences de la nature pour psycho, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas besoin de vous tracasser avec vos mathématiques. Ah bon? En criminologie, c'est le cours de méthode quantitative en sciences humaines, donc je veux dire le cours de base que vous avez besoin de faire seulement. Et au niveau du travail social, il y a un cours d'initiation à la psychologie et un cours de méthode ou analyse quantitative de base à faire. Si Je reviens encore avec les sciences de la nature. Si vous êtes intéressé par le bac en travail social et que vous avez un DEC en sciences de la nature, ben, dans le contexte du bac en travail social, vous devriez aller chercher un cours d'initiation à la psychologie pour répondre aux exigences d'admission. Attendez pas d'avoir, si vous êtes vraiment intéressé, puis vous dites, je vais tenter ma chance une première année, mais au besoin, je tenterai ma chance une deuxième année. Attendez pas à la dernière seconde, OK? Il y a des gens annuellement qui attendent d'avoir les réponses d'admission qui arrivent souvent vers la mi-avril pour voir s'ils sont admis ou non. Puis là, à partir de là, disent, OK, là, je vais aller chercher mes préalables.
Mais malheureusement, je vais aller chercher mes préalables. Ils tombent des fois face à des institutions d'enseignement qui n'offrent pas les cours au niveau de l'été, ou encore l'été dernier, le cégep à distance a été face il y a un cours, le cours de méthode quantitative avancée, si je me souviens bien, était complet. Il y a personne d'autre qui pouvait s'inscrire. Alors, il y a des gens qui se sont ramassés un petit peu dans le pétrin à dire au secours, j'ai pas mon cours, puis qu'est-ce que je vais faire? Donc, si vous êtes actuellement capable de pouvoir et faire ces cours-là via votre institution d'enseignement au niveau du collégial, ou si vous êtes déjà à l'université dans le cadre d'un programme, allez les chercher tout simplement. Ils sont offerts aussi comme cours compensateurs à l'université. Encore une fois, vous pourrez nous écrire si jamais vous avez des questions en lien avec ça. On va commencer à entrer un peu plus là, dans l'analyse officielle. À l'Université Laval, l'analyse des dossiers dans le cadre des programmes contingentés va faire l'objet d'une pondération additionnelle qu'on appelle les indices de force dans le cadre des programmes. Alors, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, peut-être que non, mais c'est spécifique. À ma connaissance, je crois que c'est spécifique pour l'Université Laval. Alors, comment on va calculer justement votre cote de rendement universitaire? On va regarder d'abord la définition. Alors, la cote de rendement universitaire, c'est l'ensemble des résultats universitaires qui sont obtenus, qui sont bien entendu contributoires à votre programme d'études que vous fréquentez, mais qui sont calculés en regard d'un indice de force du programme. Alors, et l'indice de force va vraiment, peut être différent d'une année à l'autre. C'est vraiment en fonction de la session où les gens vont faire leur cours. Alors, si on prend l'exemple de quelqu'un qui aurait fait des études au niveau du collégial et la personne, elle avait une cote de rendement collégial de 23. Si on veut faire un chiffron de 23, la personne n'était pas en mesure d'intégrer tout de suite un programme contingenté parce que au niveau de ses résultats une collégiale, c'était pas suffisant. Alors, pour commencer des études, ben à ce moment-là, on vient soit commencer dans un baccalauréat non contingenté ou encore un certificat. Si on prend l'exemple du premier volet en haut, vous pouvez voir là, le certificat en criminologie. Supposons que quelqu'un commençait des études au certificat en criminologie, ça veut dire que à partir du moment où la personne va cumuler les sessions, si c'est le cas bien entendu, mais va cumuler les sessions dans le cadre du certificat en psychologie, tous les résultats qui vont et les moyennes de programme sur 4,33 qui vont être calculées vont être ajusté avec un indice de force de discipline. Donc, ça fait en sorte que, moi, des fois, j'appelle, il y a des programmes qui sont payants, puis il y a des programmes qui sont moins payants. On se prend vraiment un exemple concret. On a deux amis qui ont tous les deux fait le même programme au collégial. Ils ont tous les deux obtenu 23 en cote de rendement collégial. On s'entend que ça arrangeait avec le gars des vues, mais c'est comme ça. Donc, les deux personnes n'ont pas pu entrer dans le baccalauréat en criminologie, par exemple. Alors là, ben, ils ont commencé l'université dans le cadre d'un programme, dans le cadre d'un certificat. Alors, j'en ai un qui a commencé son certificat en criminologie avec un seul cours et le fameux cours de 3 crédits, il a obtenu un A+ dans son cours.
Le deuxième ami, lui, est allé davantage au niveau du certificat en relations industrielles que j'ai ici et il a obtenu également un A+ dans le cadre de son cours. Ben, si on extrapole cet exemple-là en calcul d'une cote de rendement universitaire, la cote de rendement universitaire de mon candidat en criminologie, au certificat en criminologie, va être plus élevée que la cote de rendement de la personne qui a commencé au certificat en relations industrielles. Parce que en criminologie, en regard du degré de difficulté, de comment c'est calculé, tout ça, là, c'est extrêmement compliqué. Ça va vraiment en fonction des différentes cohortes, du rendement que les gens ont dans le cadre des cours, etc. Je suis pas capable de pouvoir vous en dire plus, mais chaque année, il y a toujours une nouvelle grille qui est disponible. Alors, ça fait en sorte que le certificat en criminologie, ben, le A+ de notre étudiant va être avec un indice de force ou pondéré avec un indice de force de 1,341, tandis que la personne en relation industrielle va avoir un indice de force pour son A+ de 0,871. Donc, quand on dit les choix stratégiques à regarder et à voir, je vous ai fait la liste avec une petite étoile. Là, j'ai vraiment pris une capture d'écran seulement de quelques programmes parce que tout ce qui est programme au niveau baccalauréat, tout ce qui est programme au niveau certificat est vraiment dans la liste, la table des étalons de l'Université Laval. Vous pouvez voir en haut dans l'entête que j'ai vraiment même admission de l'hiver 2026. Alors, ça fait en sorte que c'est vraiment la version, les données en fonction du 22 septembre 2025. Donc, c'est la plus récente comme telle au niveau des tables, des étalons qui est là. Pour obtenir ça, pas compliqué, vous allez dans un navigateur Internet, exemple, Google, et vous tapez indice de force Université Laval, table des étalons Université Laval, comme vous le voulez, et le fichier PDF va vraiment sortir, puis vous allez être capable de pouvoir je dirais, magasiner peut-être un petit peu plus votre programme. Parce que dans l'ensemble, quand on voit les programmes qui sont en rouge, ce sont les programmes qui sont offerts. J'ai vraiment fait exprès d'aller chercher les programmes qui s'offrent à la faculté des sciences sociales. Alors, vous pouvez voir que, il y a des programmes qui sont plus payants que d'autres. Je prends par exemple le certificat en sociologie qui est quand même 1,602 par rapport au certificat en travail social qui, lui, est 1,028. Donc, ça fait en sorte que les résultats, quelqu'un qui entre dans le certificat en sociologie, qui obtient de beaux résultats dans les A, par exemple, pour ses cours au niveau de sa première session, avec un indice de force relativement élevé, va faire en sorte d'avoir une meilleure cote de rendement universitaire qu'une personne qui pourrait commencer dans un certificat moins payant, d'avoir des résultats plus standards, ben, ça pourrait être plus pénalisant à ce moment-là. Alors, dans nos différentes stratégies, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, bien entendu que les autres trajectoires, si jamais vous faites votre demande d'admission et que vous n'êtes pas admis dès le départ dans le programme contingenté, ben, vous pouvez commencer, comme je vous disais, en fonction d'un certificat ou d'un baccalauréat, mais pour lequel il peut y avoir des cours communs. Je vous donne à quel moment est-ce qu'on prend un certificat qui s'apparente sans trop se soucier peut-être de l'indice de force? C'est si votre cote de rendement collégial, vous étiez juste sur la limite. Je sais pas, vous voulez entrer dans un programme où le dernier admis avait 27.
en termes de cote de rendement collégial. Puis vous avez une cote de 26,851. Vous étiez à la limite. Vous êtes sur la liste d'attente. Vous êtes vraiment comme pas loin pour être capable de pouvoir l'obtenir. Ben, dans ce contexte-là, oui, vous pourriez commencer dans un certificat de la discipline que vous convoitez. Des fois, ça vous permet de pouvoir commencer un peu à l'avance et de tenter votre chance l'année suivante, par exemple, s'il y a de l'admission juste l'automne, mais l'année suivante pour pouvoir entrer dans le programme. Ça vous permet aussi de pouvoir voir un peu votre niveau d'intérêt, le degré de difficulté dans le programme, etc. Ça peut être une solution. Mais si par contre vous dites mon collégial n'était pas très glorieux, alors faut vraiment que j'augmente mes résultats pour éventuellement rentrer dans un programme contingenté, là, ça va être vraiment important de prioriser les programmes qui sont plus payants et de choisir un programme pour lequel vous allez être capable d'augmenter vos résultats. Quand les gens disent, oui, mais si je commence, moi, je veux rentrer au bac en travail social, puis si je commence un certificat en sociologie, mes cours de sociologie, ça rentrera pas dans mon bac en travail social. Bien entendu, pas l'entièreté des cours, mais il y a quand même quelques crédits qui vont être des cours au choix, des cours optionnels, qui vont éventuellement pouvoir entrer dans le cadre du baccalauréat si c'est ce que vous souhaitez. Ce qui est important, c'est quand on choisit un programme alternatif, avant d'entrer dans le baccalauréat qu'on souhaite vraiment, c'est d'y aller en fonction de nos intérêts. Si toute votre vie, vous vous êtes dit, moi, j'adore les sciences politiques, j'ai toujours été quelqu'un super intéressé, je suis passionné par ça, mais pas de là à faire un travail de ça. Mais j'ai de l'intérêt beaucoup, ben pourquoi pas commencer soit au certificat ou au baccalauréat en sciences politiques, où l'indice de force peut être très intéressant. Vous commencez là-dedans et c'est pas parce qu'on commence un programme qu'on est obligé de le finir, le programme. Si vous faites une seule session au certificat, ben, vous aurez fait une seule session. Peut-être que cette session-là va vous avoir permis d'obtenir de très bons résultats scolaires et en plus de bénéficier de l'indice de force qui va être avantageuse pour vous et vous aider à entrer dans le cadre de votre programme contingenté. C'est ça aussi qu'il faut, comme tel, avoir en tête. Il faut justement, alors comme je le disais, il faut avoir de l'intérêt d'abord et avant tout. Faut pas oublier non plus que indice de force élevé, il y a des fois où est-ce que ça va avec le degré de difficulté dans le cadre du programme. Alors, et il faut vraiment bien prendre le temps de choisir ses cours, de regarder le contenu et de dire, ben, est-ce que j'ai vraiment des chances de bien réussir là-dedans? Parce que si vous commencez dans le cadre d'un programme pour lequel vous avez de l'intérêt, mais en même temps qui est extrêmement difficile, et que vous allez nuire à vos résultats plutôt que de les augmenter, et on n'est pas plus avantagé. Alors à ce moment-là, il faut venir rencontrer rapidement votre gestion d'études pour voir comment travailler au niveau des différentes stratégies. En dernier volet, dans les stratégies, il y a aussi un concept où est-ce qu'il pourrait y avoir une possibilité de faire un baccalauréat multidisciplinaire. Baccalauréat multidisciplinaire, ça fait en sorte qu'on va aller construire un programme de premier cycle de 90 crédits, mais à partir de 3 certificats. Alors, j'ai tenté ma chance pour rentrer au bac en psychologie. J'ai pas été capable. Ça fait 3 ans que je m'essaie. Ça n'a pas fonctionné, mon affaire. Puis c'est pas que j'ai pas des bons résultats, mais j'y parviens pas. Ça fonctionne pas. Mais tout n'est pas perdu. Alors, si je vais chercher, par exemple, un certificat en psychologie,
je vais chercher un certificat en développement humain, en psychologie du développement humain, puis je vais chercher un certificat en ressources humaines. Pour dire quelque chose, ben, éventuellement, dans le cadre aussi, par la suite, avec ma réalité du marché du travail et la composante de mon bac multi, ben, je pourrais éventuellement peut-être faire une approche auprès d'un ordre professionnel et dire, ben, en regard de l'ensemble de ma carrière, est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'il me manquerait pour faire partie de votre ordre professionnel? Alors, on appelle ces programmes-là les insertions aux ordres professionnels et les gens reviennent à l'université chercher uniquement les cours, la prescription que l'ordre recommande. Des fois, c'est 3, 4, 10 cours, tout dépendant. Mais puis les gens par après peuvent faire partie de l'ordre professionnel. Ça, je fais un peu détourner, mais en même temps, ça peut peut-être pouvoir aider. Il faut surtout éviter les différents éléments comme je vous ai, excusez-moi, ce que je vous ai mentionné. Alors donc, il faut idéalement éviter les études libres parce que les études libres, ce n'est pas un programme de certificat, ce n'est pas un programme de baccalauréat. Et même si vous avez d'excellents résultats, ça ne vous aidera pas à obtenir de bons résultats et augmenter avec un indice de force pour augmenter vos résultats. Donc, évitez les études libres. Si éventuellement vous dites, ben, je vais peut-être commencer justement un baccalauréat multidisciplinaire, puis si au fur et à mesure que les années avancent, je réussis à rentrer dans mon programme contingenté, ben, je laisserai faire mon baccalauréat multidisciplinaire et je poursuivrai dans mon programme convoité. Faire attention. Pourquoi? Parce que l'indice de force du baccalauréat multidisciplinaire n'est pas très, très fort. Alors, ma suggestion, c'est que faites votre premier certificat. N'ouvrez pas tout de suite votre baccalauréat multidisciplinaire. Faites un premier certificat. Continuez en parallèle de faire vos demandes d'admission dans le cadre des programmes contingentés. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous faites un premier certificat. Ah, vous n'êtes toujours pas admis. Vous essayez dans un deuxième certificat. Deuxième certificat, vous n'êtes pas admis. Là, vous dites, ben, tant pis, je vais vraiment finir mon baccalauréat multidisciplinaire. Alors, dans ce contexte-là, lorsque vous allez vers votre troisième certificat, ben là, vous pouvez en même temps ouvrir votre baccalauréat multidisciplinaire, ce qui fait en sorte que le cumul de vos trois programmes plus votre baccalauréat multidisciplinaire va faire en sorte que vous allez avoir votre diplôme. Alors, et c'est ça, tout autre programme, bien entendu. Restez branché sur certificat ou baccalauréat. Regardons mon exemple 1. On a presque fini, la présentation est presque terminée, mais là, je vous amène officiellement dans le cadre du système. Officiellement, puis on va simuler un dossier pour voir comment est-ce qu'on peut en arriver donc à monter notre code de rendement comme tel. Alors, on a une première personne. Notre étudiante s'appelait Julie. Alors, Julie, à la base, elle avait, quand elle a voulu entrer au niveau du bac en psychologie, et Julie, elle a obtenu, pour son diplôme d'études collégiales, elle a obtenu une cote R de 23,489. Alors, malheureusement, avec une cotère de ce niveau-là, elle n'a pas été en mesure de pouvoir entrer directement dans le programme. Alors, elle a commencé donc officiellement au niveau d'un certificat. Alors, à l'automne dernier, elle a commencé dans son certificat et supposons qu'on fait avancer le temps un petit peu rapidement. Ben là, on est rendu au mois de décembre. Les résultats sont officiellement sortis et sur 4,33, notre amie Julie, elle a eu 2,96 sur 4,33. Et en termes des crédits, ben, elle avait pris 5 cours.
de 3 crédits. Quand une notion d'inscription à temps complet à l'université, c'est 12 minimum. Alors, elle aurait pu se limiter à 12, mais elle a pris 5 cours, donc elle a peut-être eu une grosse charge de travail. On regarde l'indice de force dans les programmes comme tel. Alors, tout ce beau petit mélange-là, passé dans l'espèce de moulinette comme tel, va faire en sorte que juste pour son fameux cours. Sa cote est de 22 au niveau universitaire, mais va compter pour 30%, parce qu'oubliez pas que 15 fois 2, ça fait 30. Donc, on a 30% de sa valeur globale, tu sais, qui va vraiment être considérée, et le 70% qui reste, c'est toujours son collégial qui va être pris en compte. Donc, le gros mélange de tout ça va faire en sorte que elle va obtenir une cote de rendement universitaire de 23,098. Elle n'a pas vraiment augmenté au niveau de ses résultats. On va donc simuler autre chose pour Julie. Julie, toujours la même chose. Elle arrive encore une fois, mais on va reculer un petit peu dans le temps. C'était pas en septembre dernier, c'était en 2024. Julie n'avait pas réussi à intégrer le baccalauréat en psychologie. Alors, ce qu'elle s'est dit, c'est, ben, d'accord, je vais commencer le certificat. Alors, elle a commencé le certificat en psychologie où, toujours, vous vous souvenez, elle avait obtenu 2,96, puis elle avait 15 crédits, puis c'était quand même 30% de son dossier. À l'hiver suivant, elle s'est dit, ah, attends un petit peu, 15 crédits, c'est beaucoup, donc je vais commencer peut-être avec le temps complet, tout simplement. Je vais faire mes 4 cours, à la base, puis je vais voir qu'est-ce que ça donne. On voit que ses résultats sur 4,33 ont quand même augmenté. Elle a eu, pour cette session d'hiver-là, 3,67, ce qui est vraiment super bien. Mais on voit aussi que l'indice de force dans le cadre des programmes a quand même bougé un petit peu. Entre 2024 et 2025, on voit que l'indice de force avait un petit peu baissé pour 2025. Mais bon, quand même. Et finalement, à l'été, elle termine officiellement son certificat. Elle va chercher les 3 derniers crédits qui manquent à son 30 crédits. Et comme elle a un seul cours à l'été, elle a eu 4,33 sur 4,33. Ça a vraiment très, très bien été. Excellent. Mais entre-temps, ben, elle avait refait une demande d'admission pour l'automne suivant. Elle l'a fait au courant de la session hiver 25, mais comme on n'avait pas les résultats de l'hiver 25, on n'avait pas les résultats de l'été, absolument rien, c'était juste son automne où ça n'avait pas été très, très fort, ben, ça a fait en sorte elle n'avait pas réussi à rentrer à l'automne 25. Donc, à l'automne 25, comme elle a son premier certificat en poche, ben, elle va poursuivre au niveau d'un deuxième certificat. Et là, elle fait le certificat en psychologie du développement humain, où, encore une fois, elle garde sa bonne logique de dire, je vais y aller avec un 12 crédits, 3,67. Puis, bon, au niveau de l'indice de force, pas très élevé, mais on va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, tout ça cumulé vraiment comme tel ensemble, on voit, ça veut donc dire qu'on voit ici que son collégial ne compte maintenant plus que pour 16%. Le reste, c'est vraiment tous ces résultats universitaires qui vont prendre la place. Alors donc, notre Julie, ben, tantôt était à 23. Là, déjà, sa cote de rendement universitaire est rendue à 24. Déjà pas mal plus intéressant comme ça. Et là, dernière simulation, supposons, puis là, je veux juste vous remontrer ici comment on a monté. Elle avait 24,273. Regardez comment elle est capable de la monter à 24,711. Ces petits chiffres-là après la virgule, c'est vraiment non négligeable.
parce qu'ils font parfois toute une différence dans un dossier. On reprend l'exemple de Julie, mais au lieu de commencer à l'automne dernier un certificat en psychologie du développement humain, elle avait fait la vérification au niveau des indices de force, puis elle a toujours eu de l'intérêt pour le bac pour la sociologie. Alors, elle a misé pour le baccalauréat en sociologie où l'indice de force est 1,773. Alors, vous pouvez comprendre qu'un 12 crédits avec de bons résultats, ben, ça fait en sorte que là, ça a donné un bon coup et avec 24,711, elle aurait réussi à intégrer le baccalauréat en psychologie. Alors donc, voici. J'espère, à tout le moins. Là, je vais fermer ma présentation dans un petit peu, puis je veux revenir à vous pour voir si vous avez des questions. Vous avez l'adresse officielle au niveau des questions actuellement. Vous voulez vérifier quelque chose, peu importe. Vous allez sur Internet, pas sur Internet, mais dans les courriels et vous nous écrivez à admission@fss.ulaval.ca et on va prendre soin de vraiment vous répondre autant que possible à vos questions, bien entendu. Alors, est-ce qu'il y a des questions spécifiques? Avez-vous, peu importe. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Edouard, merci beaucoup pour la présentation. On l'a suivi avec intérêt. Moi, je suis actuellement inscrite au certificat en travail social et mon intention depuis le début, ça a été de m'inscrire au baccalauréat en travail social que j'ai essayé euh, d'appliquer depuis, comme vous dites, 3 ans. C'est mon cas. Je vous écoutais et j'ai dit, ah, ça, c'est moi. Donc, ça fait presque 3 ans que j'applique au niveau de l'UQAM ici parce que je suis à Montréal et je n'ai toujours pas été admise. Donc, par stratégie, je me suis dit, je vais aller au certificat, m'inscrire au certificat, vu que c'est à Québec que c'est disponible parce qu'il n'y en a pas ici à Montréal. Donc, je Mhm, me suis inscrite et j'avais pris 2 cours, je l'ai annulé pour rester avec un que je vais terminer au mois de décembre. Mais c'est avec votre présentation, j'ai compris et j'ai vu, je suis rentrée dans les étalons, là, les indices de force et j'ai compris que le certificat en travail social, les notes ne valent pas. mhm. Donc, je ne sais pas. J'ai une autre question aussi. J'ai une question par rapport au préalable. Est-ce que Oui, aller prendre le cours d'initiation à la psychologie et méthode analyse quantitative, est-ce que ça pourrait m'aider? Ça pourrait être gagnant pour moi pour ça euh, vous aidera pas particulièrement parce que ces deux cours-là sont des cours préalable. préalables. OK. Vraiment. Alors, ça jouera pas particulièrement OK. dans votre dossier. Par contre, moi, ce que je pense actuellement, là, dans ce que vous avez pu voir au niveau de la présentation, Mhm. bon, si votre certificat est bien avancé, vous pouvez peut-être le terminer, mais je pense que vous auriez avantage à dire, ben, est-ce que je peux me trouver en attendant, si vous voulez toujours persévérer et entrer au niveau du baccalauréat en travail social, est-ce que vous pouvez trouver un programme pour lequel il pourrait y avoir de l'intérêt, mais aussi plus payant selon les indices de force, afin d'augmenter, bien entendu, vos résultats? OK. Parce que je veux m'inscrire pour l'hiver, mais j'étais en train de voir est-ce que je vais en criminologie, mais comme vous avez dit tantôt aussi, c'est important de viser les programmes qui sont forts, mais qui va nous nuire après, ça servira à rien du tout aussi. Ben, c'est pour ça que c'est vraiment, faut aussi des fois regarder en dehors.
j'appelle ça des fois un peu des sentiers battus. Il y a des fois où est-ce qu'on peut se dire, ben moi, je veux faire de l'intervention, donc je vais chercher des programmes d'intervention. Oui, mais encore. Il y a peut-être Oui, d'autres choses aussi en attendant. Il faut le voir vraiment comme une espèce de passage obligé en attendant, mais dans le but d'augmenter vraiment comme tel le niveau des résultats. ok, Je vais ok. passer avez-vous une autre question? J'ai une autre main Oui, que je vois. j'ai vu, vous n'avez pas parlé de ça. À l'UQAM ici, ils considèrent dans l'admission l'expérience de travail et des personnes. Vous ne tenez pas compte de À ça. l'Université Laval, les trois programmes social Intelligent, et psychologie, c'est uniquement les résultats scolaires qui vont être pris en compte. tout ça. Vous avez beau mettre une lettre d'intérêt, un curriculum vitae, une lettre de référence de quelqu'un, peu importe qui, il n'y a absolument aucune différence. L'impact. OK. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, Kelly Grégoire, Bonjour, bonjour. merci pour la présentation, bien sûr. Euh, J'aurais voulu vérifier, de ce que j'en comprends, c'est, mettons, moi, je suis considérée aux adultes, vu que j'ai en haut de 21 ans, ça fait 2 ans que j'ai pas été sur les études. Et j'ai un deck, mais non complété. Par contre, j'ai cumulé, là, c'est juste un seul cours qui me manquait pour avoir là, mon deck en soins infirmiers. Donc, j'ai plusieurs crédits qui sont associés nécessairement au cours du bac en travail social, soit la sociologie, la psychologie qui est faite. Mais de ce que j'en comprends, ça serait pas tenu en compte vu que je n'ai pas complété le deck. Pas nécessairement. Quand on est dans une situation comme ça, où est-ce que, comme vous le mentionnez, il vous manquait un seul cours pour obtenir officiellement votre DEC, ben, quand vous allez faire votre demande d'admission en tant que candidate adulte, l'analyse va être faite et ils vont regarder l'entièreté là, de votre scolarité, puis fort probablement qu'ils vont évaluer à dire, ben, vous n'avez pas à aller chercher un cours de français ou un cours d'introduction à la psycho ou parce que vous avez déjà un panier très, très garni comme candidat adulte. Moi, je prends l'exemple du candidat adulte. Je sais pas, moi, j'ai fait DEP en coiffure, par exemple. Puis après, j'ai été sur le marché du travail tout le reste de ma vie et je veux intégrer l'université dans le cadre d'un programme contingenté. À ce moment-là, oui, il est possible que là, ils me disent, comme vous avez jamais ou tellement peu fait de collégial, ben, que vous devez aller chercher des cours d'appoint afin de faire une mise à niveau. OK. Puis ça serait considéré, je veux dire, parce que ça me semble assez difficile rentrer dans le bac en travail social. Pour l'instant, ce qu'on me demandait de faire, c'est un cours compensatoire de français, finalement. Euh, Où est-ce que je voulais en venir avec ça? Bon, je me rappelle plus de ma question. Bon, c'est Ben, correct. moi, je vous dirais dans le contexte, là, je trouve que, tu sais, bon, votre exemple, je peux prendre votre exemple de manière très générale, mais en effet, quelqu'un qui a un deck, pas général, mais un deck, ben, presque un deck spécifique là, dans une technique, ben, là, on vous demande comme tel de faire le français, ben, vous avez peut-être, on va supposer que vous avez travailler dans les domaines d'intervention, de santé, de peu importe au niveau de votre carrière, ben vous pourriez, en plus de faire le cours de français qu'on vous demande, mais commencer dans un certificat je sais pas, en psychologie, peu importe, pas un qui est complètement non payant, mais un qui l'est déjà comme un petit peu plus, et de démontrer à un comité d'admission vos compétences, votre intérêt, et à ce moment-là, ben, vous avez des chances de pouvoir intégrer le programme.
OK. Est-ce parce que là, moi, le cours de français, c'était pour entrer dans le certificat en travail social, parce que je pensais que ça allait être ça, qui allait être payant. J'avais pas eu vraiment d'informations. Fait que je me suis dit, logiquement, je vais prendre un cours qui va dans ce sens-là. Fait que de ce que j'en comprends, c'est pas nécessairement le cas. Est-ce qu'il est trop tard pour faire une demande de changement de certificat? Non, non, non. Vous pouvez faire une demande. Tant que c'est un programme non contingenté, c'est possible de pouvoir le faire sans aucun problème. OK. Et je veux aussi vous donner comme information que si vous faites deux demandes d'admission, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais si vous faites deux demandes d'admission, par exemple, dans les programmes, et que vous êtes admis dans le premier, mais que c'est pas votre choix numéro un, mais que vous êtes admis. Il y en a qui vont attendre avant de répondre en se disant, ah, je vais me nuire pour le deuxième. Vous ne vous nuisez aucunement. Absolument pas. Chacune des demandes d'admission est traitée de manière individuelle, indépendante et n'a pas d'impact. Absolument pas. Alors, dans le cas échéant, là, vous avez eu une offre dans le cadre d'un programme, vous aviez dit oui, finalement, vous changez d'avis, vous faites une demande d'admission dans un autre programme, vous allez avoir la réponse, puis quand vous allez avoir la réponse, ben à ce moment-là, vous faites simplement écrire au bureau du registraire en disant je veux me désister pour le certificat en, puis vous acceptez l'autre tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Parfait. Un gros merci. Fait grandement plaisir. J'ai Nel Lamoureux Lebel. Oui, j'avais juste une question. Est-ce qu'il faut compléter le certificat avant de changer de programme ou non, on n'a pas besoin? Non, pas Ok, du tout. parfait. Pas du tout. Absolument pas. Il y en a plusieurs qui ne font qu'une seule session. Absolument pas. Ok, et ma deuxième question, le programme de psychologie, est-ce que les admissions sont seulement en automne ou il y en a aussi en hiver? Et tous nos programmes, nos trois programmes là, d'aujourd'hui, c'est seulement l'automne Parfait, merci qui a beaucoup. de l'admission. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce que j'ai d'autres questions? J'ai encore une petite main levée pour Nell Lamoureux. C'est une vieille petite main? Oui, c'est une erreur, désolée. Il n'y a pas de problème. Kelly Grégoire, est-ce que... Puis ensuite, je vais aller à Annabelle. J'avais oublié de demander si, par exemple, il est inscrit que pour le bac en travail social, on doit faire méthode quantitative et que j'avais prévu le faire en hiver. Est-ce que je peux faire une demande ou est-ce que ça va être considéré ou accepté à condition Oui. de? L'important, à ce moment-là, quand on est admis dans le cadre d'un programme et qu'on n'a pas tous les préalables, on va les avoir pour le 1er septembre, mais on les a pas tout de suite, on est admis conditionnellement. Et la condition, c'est d'avoir réussi le préalable. Alors, il n'y a aucun problème. Si c'est à l'hiver, c'est à l'hiver, pas de problème avec ça. Génial, merci. Ça fait plaisir. Annabelle. Oui, dans le fond, moi, je voulais savoir si vous connaissez les certificats à privilégier pour, mettons, le bac multi dans le but de faire la demande à l'ordre professionnel pour le travail social. Euh, hum, Moi, ce que je ferais peut-être, c'est que, tu sais, j'irais tout dépendant, bien entendu, de l'intérêt de chacun. Mais si quelqu'un dit, ben, je vais justement peut-être faire le fameux certificat en travail social de un, je pourrais peut-être regarder pour un certificat en délinquance. Hein, qui pourrait peut-être être quelque chose, une combinaison intéressante. Ça pourrait être un certificat en criminologie en troisième lieu. Ça pourrait être un certificat en psychologie, tout dépendant comment qu'est-ce qu'on veut faire, notre champ d'intérêt. Quelqu'un qui veut peut-être aller plus vers les personnes âgées, ça pourrait être un certificat en gérontologie. Fait que moi, j'irais sur le site ulaval.ca, puis j'irai voir les programmes de certificats qui s'offrent pour bien faire le magasinage. Puis il y a des fois qu'il y en a qui vont commencer par un premier certificat, même s'il y avait une idée pour le 2 puis le 3, il y en a qui vont changer en cours de route. Ils vont changer d'idée OK. en cours de route. C'est bon. Merci. Ça fait plaisir.
Marcel, on vous entend pas. Marcel Anodine, votre micro est fermé. Est-ce que j'ai d'autres questions ou... Écoutez, je pense que je mettrai fin à la rencontre. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là. N'hésitez pas, vous avez l'adresse admission@fss.ulaval.ca. Alors, si jamais vous avez des questions en cours de route, vous avez juste à dire, j'ai une question pour Hélène, puis ça va grandement me faire plaisir de pouvoir y répondre. Bonne fin de journée, tout le monde.